ce qui se passe actuellement en Afrique et particulièrement au Togo est très dramatique. Tout un continent est réduit à néant. 800 millions, voire 1 milliard d'Africains sont totalement inexistants dans l'économie du monde. Ils ont toutes les difficultés. La jeunesse africaine est obligée de fuir le continent. Et une bonne partie de cette jeunesse africaine se fait dévorer par les requins sur la Méditerranée. Et au même moment, ceux qui mettent à sac l'Afrique ont érigé ce qu'ils appellent le Frontex pour empêcher les Africains, effectivement, de sortir de chez eux, de sortir de cet enfer qui est ainsi érigé depuis déjà des siècles. En juin 2009, j'étais invité à Paris, par survie, lors du week-end des résistances africaines. Et j'avais dit en ce moment que l'élection présidentielle du Togo était déjà jouée, parce qu'il y a un certain nombre d'indications qui montraient clairement ce qui allait advenir. Premier élément, la France n'a jamais conçu ou pensé les Africains comme des hommes ayant des droits et surtout capables de construire des États. Et dans cette pensée, dans cette logique-là, la France a fait beaucoup de choses. Mon prédécesseur vient de donner un aperçu de tout ceci. Et le fait même que le fils d'Eyadema soit arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît, signifiait clairement qu'il n'était pas venu pour partir de sitôt. On ne fait pas 500 morts selon l'ONU et 5 ans après, on remet le pouvoir parce que, bon, voilà, je ne sais pas au nom de quel bon sentiment il devait le faire. Et au Portugal, lors du sommet ACP-Union européenne, Sarkozy avait reçu Faure Gnassingbé et il avait posé la question concernant le port autonome de Lomé, parce qu'il faut savoir que ce port autonome de Lomé était du vivant de son père concédé à Dupuy-Doby de la société Progrossa qui gérait le port. Et donc, après que, effectivement, Faure Gnassingbé a succédé à son père, Bolloré voulait revenir au port autonome de Lomé. Donc, bon, par l'entremise de Sarkozy, effectivement, Bolloré était revenu après une rocambolesque épisode d'éjection. Donc, à partir de ce moment, les jeux étaient déjà faits. Bon, malheureusement, les gars des Africains, et il en est de même pour toutes les oppositions africaines qui continuent pas à croire que par la voie électorale, on arrivera à bouger les dictateurs africains de leur siège. Parce qu'en réalité, le problème fondamental de l'Afrique, il faut savoir que nous ne sommes pas dans les cadres étatiques. Il n'y a pas d'État en Afrique. Et ce sont les États qui organisent les élections. Parce que c'est l'État qui est l'outil qui dispose des capacités et qui, objectivement, doit être préoccupé par les intérêts généraux et l'organisation de la société. C'est cet État-là qui organise les élections. Et cet État est au service de l'intérêt général. La réalité de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas d'État. Et ce qu'on a aujourd'hui, ce sont à la limite des proto-États qui ont été conçus et imposés
à partir de la conférence de Berlin en 1885 pour continuer, pour satisfaire et répondre et résoudre les conflits impérialistes entre les puissances qui se querellaient effectivement à cette époque à propos du partage de ce qu'ils appelaient le gâteau africain. Donc, comme il n'y a pas d'État, c'est même une aberration que de demander aux dictatures africaines d'organiser des élections. Puisque si ces dictatures et ces tyrannies organisaient des élections, elles ne seraient plus des tyrannies. Elles deviennent automatiquement des démocraties. Or, l'intérêt du jeu tel qu'il se déroule en Afrique, c'est de faire en sorte que les Africains ne puissent jamais décider des orientations, que ce soit politiques ou économiques et sociales, qui leur conviennent effectivement. Donc, le pouvoir togolais, le pouvoir de Faure Gnassingbé, avait, après son arrivée ensanglantée, demandé ce qu'ils appellent un dialogue. C'est-à-dire que c'est le même schéma. On organise des élections fraudées ou frauduleuses, on réprime la contestation, et après la répression de la contestation, on tend la main, cette main sanglante, et on l'attend à l'opposition en l'invitant autour de ce qu'ils appellent une table de discussion, et après on aboutit à quoi? À la formation d'un gouvernement dit d'union nationale, ce qui en réalité est une fabrication pour dissoudre la contestation démocratique dans une coalition totalement insipide et tout à fait informe. Alors, qui était chargé de conduire ce dialogue? C'est Blaise Compaoré. Alors que ce monsieur, vous savez très bien, est l'assassin impuni de Thomas Sankara. Et nous-mêmes, nous étions au Burkina Faso en novembre 2005, lors de la présidentielle de 2005. Nous avions envoyé une mission d'observation. Nous-mêmes, nous étions sur le terrain au Burkina Faso. Nous avions vu Faure Gnassingbé a apporté son aide à Blaise Compaoré en lui fournissant 2 hélicoptères plus de l'argent. Mais bon, l'opposition togolaise n'avait pas tenu compte de ça et effectivement avait accepté aller à la table des négociations avec ce pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de s'occuper des réels problèmes du peuple togolais et de discuter de la légitimité de Faure Gnassingbé et de l'impunité dont bénéficient tous les assassins de son régime, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va discuter plutôt de la primature, du dépôt ministériel, etc., etc., et demander aussi l'organisation d'une certaine élection législative pour corriger, entre guillemets, la présidentielle bâclée et tout à fait dramatique. Après ça, l'opposition n'a pas compris que le peuple togolais était traumatisé par l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, parce qu'il faut savoir que lorsque son père est décédé le 5 février 2005, les troupes françaises qui stationnaient en Côte d'Ivoire, une partie de ces troupes-là ont été démobilisées, ont été envoyées à l'aéroport de Lomé, et les troupes françaises ont patrouillé aux côtés des forces armées togolaises tout le mois de février jusqu'à l'organisation de ces élections. Mais lorsque nous l'avions dit à l'époque, Michel Barnier, qui était le ministre de la coopération en ce moment, avait dit clairement que c'était une affabulation. Et c'est dans ce contexte-là que le peuple togolais était convoqué à la présidentielle de février 2010, qui entre-temps a été reporté au 4 mars 2010. Le pouvoir avait dans un premier temps essayé de sortir le grand jeu de la séduction, croyant que le peuple togolais allait se plier à ce jeu. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé avait commencé par toucher un certain nombre de sujets qu'il ne maîtrisait même pas, et notamment le franc CFA, par exemple, la question du franc CFA. Il va essayer d'ouvrir le débat sur ce sujet. Ça n'a pas pris. Il va essayer de mobiliser le peuple togolais
en direction du rapatriement du corps du premier président démocratiquement élu qui a été assassiné par la France et les États-Unis d'Amérique en 1963. Il a essayé de dire aussi à l'opinion que voilà, il est prêt à rapatrier ses restes et lui offrir des funérailles nationales. Mais ça n'a pas pris non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il va essayer de constituer au travers de tout le pays des associations, des réseaux, etc., avec beaucoup de moyens, avec beaucoup d'argent destinés à ces mouvements qui vont le soutenir, l'accueillir tout au long de ces différents déplacements dans le pays et demander que le peuple puisse voter pour lui en 2010. Et c'est ainsi qu'on a assisté à des aberrations totalement extraordinaires. Par exemple, à Dapan, c'est-à-dire une ville tout au fond du pays, au nord du pays, il y était en 2009 et la population, selon les estimations même du gouvernement togolais, qu'il faut prendre avec des pincettes, ce gouvernement dit que c'est cette région qui est la plus pauvre du Togo, avec 95% de la population vivant avec moins d'un dollar par jour. Et curieusement, lorsque Faure Gnassingbé s'était présenté dans cette région, c'est cette région qui lui offre 500 000 francs CFA comme don pour parrainer sa candidature. Bon, et donc ceci a continué. Il a fait convoquer les chefs traditionnels de tout le pays qui sont venus à Lomé 2, à Lomé, et invités chez lui à la maison, à qui il a distribué beaucoup d'argent, et ainsi ces chefs traditionnels lui ont promis la victoire en 2010. Faure Gnassingbé a fait un travail de pré-campagne. Il a investi le pays, il a commandé ce qu'on appelle le riz fort, qu'il distribuait quasiment gratuitement dans le pays. Il a fait déplacer beaucoup de personnes de l'administration. Il a, dans un certain nombre de villages, dans un certain nombre de localités, il a relevé de leurs fonctions un certain nombre de chefs traditionnels. C'est ainsi, par exemple, que dans la région, dans la préfecture de Kloto, par exemple, il y a un village qui s'appelle Kwadapé. Il a décidé un matin de relever le chef traditionnel de ses fonctions et de nommer un autre à sa place. Ce qui est tout à fait contradictoire avec les pratiques ancestrales qui régissent la fonction même de chef traditionnel, parce que ces gens ne sont pas des gens nommés, mais ce sont quasiment des gens intronisés par un certain nombre de rites. Mais Faure Gnassingbé avait violé tout ceci et a décidé de nommer un certain nombre de chefs traditionnels. Les préfets, il a fait un gigantesque mouvement des préfets, il les a déplacés. Il a fait bouger aussi les juges, parce qu'il faut savoir que les juges sont les présidents d'office des commissions locales électorales qui seraient installées plus tard. Donc, on a assisté à tout ceci. Pendant ce temps, bon, l'opposition togolaise était toujours sous éteignoir. Et dans le même temps, Faure Gnassingbé procédait par l'assassinat d'un certain nombre de personnalités, notamment Tchouché Agobli, qui a été retrouvé tout simplement noyé, et rejeté par la mer. Et après, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que ce monsieur s'était noyé de lui-même et que, bon, on ne savait rien à propos. Alors que tous les éléments montrent clairement que le monsieur a été victime d'assassinat. Dans un premier temps, il aurait été gazé, et après son corps a été lancé à la mer, tout simplement, pour donner une forme de suicide à cette mort. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que le monsieur a été retrouvé sans ses habits, ce qui démontre en tout cas que la fumée, comme il a été enfumé, bon, on n'a pas voulu qu'on retrouve son habit. Donc, on était conviés à ces élections. Faure Gnassingbé avait décidé, dans un premier temps, de confier la responsabilité de l'organisation de cette élection-là à un certain Henri Kolani, qui est d'un parti satellitaire du parti au pouvoir,
Et bon, l'opposition n'avait pas accepté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On était retourné voir Blaise Compaoré. Hein, et après des discussions, on était tombé d'accord de mettre quelqu'un dit de la société civile à la tête de cette institution qui effectivement est une personnalité connue pour son activisme du point de vue du régime. Et donc, le 4 mars, bon, qu'est-ce qu'il faut? Les bureaux de vote ont ouvert et les gens s'étaient déplacés pour aller voter, croyant qu'ils allaient obtenir l'alternance cette fois-ci. Mais curieusement, lorsque les résultats ont été proclamés, ils se sont retrouvés une fois encore avec le fils du dictateur en place, avec un score plus élevé que lors de la présidentielle précédente, c'est-à-dire il a 60, quelque chose %, démontrant en fait que le peuple togolais est un peuple idiot, totalement autoflagellateur, qui décide comme ça, mine de rien, de reconduire tout simplement son bourreau, de reconduire son bourreau sans autre forme de procédure. Ce qui est tout à fait choquant et tout à fait anormal dans un pays comme le Togo, où ceux qui auront pris la peine d'étudier un peu l'histoire du Togo auront su que le régime des Adema Père, depuis 1963, n'a jamais eu l'option du peuple togolais et que la sympathie dont jouissait le premier président démocratiquement élu, c'est-à-dire Sylvanus Olympio, qui a été assassiné en 1963, cette sympathie-là s'est retrouvée naturellement reversée directement à son fils, qui en réalité n'a pas produit en tout cas une œuvre politique assez extraordinaire. Mais le peuple togolais s'était tout naturellement retrouvé en phase avec cet homme et son parti et a toujours plébiscité ce parti au détriment du pouvoir en place. Fogna Singbe est reconduit et c'est la Cour constitutionnelle qui a décidé de valider cette parodie d'élection. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un travail qui a été fait en amont par la France, essentiellement. Ce travail avait consisté à semer le trouble, en tout cas dans les rangs de l'opposition, en écartant d'office la candidature de Jésus-Christ Olympio. Pourquoi? Parce que cet homme jouit, comme je l'ai dit précédemment, d'une sympathie extraordinaire. Et dès qu'il annonce son retour ou sa venue au Togo, on voit même depuis le nord du pays des gens se déplacer, d'eux-mêmes payer eux-mêmes leur transport et venir rien que pour le voir. Rien que pour le voir. Et puis, comme cet homme a été toujours triché lors de précédentes élections, et qu'il a vieilli, et puis que véritablement il arrive un peu à la fin de son cursus politique, il était une sorte d'animal blessé qui n'a plus rien à perdre. Donc c'était beaucoup plus risqué de le laisser, cet homme-là se présenter à cette élection-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La France va utiliser un certain nombre de Togolais en leur disant que ce qui bloque l'alternance démocratique au Togo, c'est justement la présence de Jésus-Christ Olympio sur la scène politique. Parce que cet homme-là veut venger effectivement la mort de son père et que, par conséquent, ni le pouvoir togolais, ni l'armée, ni un certain nombre d'instances françaises ne seront disponibles ou disposées à remettre ou à accepter, en tout cas, que l'alternance se fasse en faveur de cet homme-là. Donc, ce club de Togolais à Paris va accaparer de ce discours et convoquer l'opposition, un certain nombre de leaders politiques en France à la veille de la campagne électorale pour dire que bon, maintenant, voilà la situation, nous pouvons faire quelque chose à condition que Jésus-Christ Olympio soit écarté de la compétition. Donc, effectivement, bon, les gens ne comprenant pas exactement le système tel qu'il fonctionne, ont accepté ce discours et ont effectivement travaillé pour éjecter Jésus-Christ Olympio de la course et confier la candidature unique, entre guillemets, à son secrétaire général qui s'appelle Jean-Pierre Fabre.
Mais je précise que ces deux hommes n'ont pas la même dimension et ne peuvent pas mobiliser les gens de la même manière. J-Chris Olympio, par exemple, n'a pas besoin de faire un travail de réseau pour mobiliser les gens. Il suffit simplement qu'on annonce qu'il arrive, les gens se mettent en mouvement eux-mêmes, alors que, par exemple, pour Jean-Pierre Fabre, il a besoin, c'est un homme de terrain qui a fait beaucoup de terrain lorsque J-Chris Olympio était absent du pays. C'est lui qui a dirigé pratiquement le parti. Donc, il a besoin de faire un travail de réseau pour pouvoir mobiliser les gens. Et lorsque les résultats étaient proclamés, Jean-Pierre Fabre n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord sur les résultats et il s'était autoproclamé en fonction ou bien en se basant sur les procès-verbaux qui sont sortis directement des bureaux de vote. Malheureusement, cette stratégie n'a pas fonctionné parce que derrière, le travail de mobilisation n'a pas été fait. Donc, quand il s'est autoproclamé, personne n'a suivi le mouvement. Alors que normalement, lorsqu'il s'était proclamé, il s'était autoproclamé, directement la population devait sortir pour demander purement et simplement le départ de Faure Gnassingbé de la présidence pour que le nouveau président démocratiquement élu soit purement et simplement installé. Mais ça n'a pas été fait. Donc, ils ont écarté J-Chris Olympio et en filigrane, cette stratégie a pour finalité de court-circuiter la mobilisation dans le pays. Parce que ce ne sont plus les mêmes acteurs qui sont là. Dans le même temps, Faure Gnassingbé a fait un déplacement sur Accra pour aller travailler au corps. Le président du Ghana, de sorte que le Ghana ne puisse pas constituer une sorte de sanctuaire ou de point de départ d'une certaine contestation du pouvoir en place. Donc, il faut savoir que J-Chris Olympio dispose des liens quasi personnels au Ghana. Donc, le travail qui a été fait à Paris est dans la continuité du travail qui a été accompli par Faure Gnassingbé lui-même à Accra. Donc, finalement, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé ces résultats et le peuple togolais essaie d'affronter le régime, mais péniblement, parce que le travail d'organisation préalable n'a pas été fait. Et deuxième chose, c'est que l'impunité dont bénéficient les assassins de l'armée togolaise et les milices font que, effectivement, ce peuple a beaucoup de mal à se mobiliser. Mais en dépit de toutes ces difficultés, le peuple togolais essaie quand même de sortir. Mais comme un travail préalable n'a pas été fait, bon, ce serait très difficile d'obtenir un résultat. Et lorsque la Cour constitutionnelle a validé le résultat de cette élection, Sarkozy n'a pas hésité. C'est le même soir, Sarkozy a envoyé un message de félicitations à Faure Gnassingbé. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous impose une forme je dirais, de radicalisme dans l'analyse pour que nous puissions, nous, Africains et Togolais principalement, savoir que les pouvoirs actuels en Afrique ne vont jamais organiser des élections démocratiques. Et que par conséquent, ce qu'il convient de faire, c'est de faire ce que tous les peuples face à la tyrannie ont fait. Ce n'est pas les Africains qui vont réinventer l'histoire. La France, lorsqu'elle était confrontée aux dérives monarchiques, les Français n'ont pas choisi de passer par des élections. On est passé par la révolution. C'est clair et net. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique s'en sortira. Si nous refusons, si nous continuons pas à faire ce que nous faisons actuellement, nous n'aurons aucun résultat. Et à la fin, bon, les peuples vont même finir par totalement déserter le champ politique et laisser les pouvoirs continuer, les pouvoirs faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ce que je voudrais dire, peut-être pour conclure, c'est qu'il faut savoir que la machine à fraude au Togo est une invention, est une création de la France. Pourquoi? Parce que c'est en 1956, sous la tutelle de la France, que l'ONU avait demandé, parce que la mission de la France en ce moment, c'était de conduire le Togo à l'indépendance. Et en ces temps-ci, la France avait organisé un référendum en posant la question de savoir si les Togolais étaient d'accord, oui ou non, d'avoir l'autonomie interne. Et les Togolais ont voté et la France a décidé de truquer ce référendum en faveur des progressistes, c'est-à-dire le pouvoir, c'est que les progressistes
sont les précurseurs du RPT, du parti au pouvoir aujourd'hui au Togo. Et lorsque la France a truqué ce référendum, les populations togolaises n'avaient pas accepté. Il y a eu des manifestations dans le pays et des violences conduisant même à mort d'hommes. Dans cette circonstance, l'ONU avait dépêché une mission d'enquête au Togo, conduite par le Libérien King, qui a conclu le cas de ce référendum. Et c'est ainsi que ce référendum a été annulé et réorganisé en 1958. Et lorsque en 1958, la France a réorganisé ce référendum pour le oui à l'autonomie. Et 2 ans après, c'est-à-dire le 27 avril 1960, effectivement, Sylvanus Olympio s'était préparé pour proclamer l'indépendance du Togo après avoir payé les 800 millions que, soi-disant, le Togo devait à la France. Cette petite parenthèse démocratique qui a été ouverte en 1958 a été refermée en 1963 dans le sang en assassinant le président démocratiquement élu. Et à partir de 1963, effectivement, le parti unique et tout ce qui doit suivre a été fait. Progressivement, dans toute cette période-là, le système en fraude n'a cessé d'être perfectionné. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on n'assiste plus. On n'a plus assisté au vol des urnes, comme en 2005, mais la fraude est beaucoup plus technologisée aujourd'hui. C'est une fraude informatisée. L'outil satellitaire qui a été installé par le PNUD pour proclamer les résultats de façon directe a été déconnecté la nuit même de la fermeture des bureaux de vote, c'est le 4 mars, pour enfin que la commission électorale indépendante convoque ses représentants locaux pour qu'ils proclament eux-mêmes les résultats à Lomé. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que tant qu'il n'y aura pas d'État en Afrique, il n'y aura pas d'élection. Et pour qu'il y ait État en Afrique, il faut travailler véritablement à la mise en place des États. Et ce travail passe fondamentalement par une analyse radicale de la situation, de sorte que les Africains puissent comprendre le monde dans lequel nous sommes. Les Africains ne vont pas réinventer le monde, le monde ne fonctionne pas comme les Africains veulent qu'il fonctionne. Le monde fonctionne suivant un certain nombre de réalités. Et tant que nous allons continuer par penser que dans des cadres dictatoriaux, tyranniques, avec des institutions n'ayant pour mission que la satisfaction de la volonté du tyran, et ces institutions véritablement extraverties pour satisfaire les intérêts d'un certain nombre de pays, croire que ces institutions vont organiser des élections démocratiques et transparentes en Afrique, ça veut dire que, effectivement, nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire. Ça veut dire que nous ne comprenons pas, ça veut dire que les Africains ne comprennent pas encore ce qui se passe concrètement dans le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes appelés, nous les Africains, à agir pour couper l'herbe sous les pieds de tous ces tyrans qui sont là et qui ne sont là que pour satisfaire les intérêts d'un certain nombre de pays, notamment la France. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire pour l'instant. Je crois que les débats nous permettront d'aller beaucoup plus en profondeur sur un certain nombre de points parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Merci.